On est en 2003, dans l'atelier peinture de l'entreprise Cadou. Dans cette entreprise, on travaille à la réparation du matériel SNCF. Ce jour-là, nous avions décidé de projeter quelques-uns de nos films d'archives dans l'usine. Donc, pour faire un peu l'histoire de l'entreprise, il faut savoir que dans les années 1975, c'était le millénaire dernier, plusieurs salariés qui étaient passionnés de photos, de cinéma, mettaient en œuvre un club photo-cinéma à l'entreprise Cadou avec le comité d'entreprise. Donc les images d'archives que l'on va voir, ce sont des images tournées et montées par des salariés. Manifestation inhabituelle le vendredi 4 juin de cette année dans la cour de l'usine. Le comité d'établissement conviait l'ensemble du personnel à un gigantesque buffet campagnard pour fêter la décision du ministre des Transports, Charles Fitterman, de réintégrer le personnel au sein de la SNCF. Bien sûr, la prise de position du ministre des Transports ne lève pas tous les obstacles jusqu'à ce que cette réintégration ne devienne effective. Aussi, en participant à cette manifestation, le personnel voulait également faire la démonstration de sa cohésion et de sa volonté de faire respecter la décision de Charles Fitterman. C'est bon, on va avoir le son parce qu'on est encore rebobiné. Ouais, mec, il est rapide, il travaille au bonnet à cette époque-là. Ah bah ouais. Il y a des questions où s'il y en a parmi vous qui veulent évoquer des souvenirs à faire partager avec tout le monde, ça peut être intéressant aussi. Oui, ce film-là, la question est posée, on n'a pas de son. Normalement, tel qu'il est monté, il y a du son. Donc, Vous l'avez pour alors ça va venir. Bravo. Une autre activité culturelle, une séance de développement au labo photo, mais là pour les grands, les agents de l'usine. Géré par le comité d'entreprise dès la création de celui-ci en 1945, son origine est encore plus ancienne puisqu'elle a été créée vers 1930. Aujourd'hui, elle compte environ 3000 volumes dans ses rayons. La richesse de la bibliothèque est due aussi à la diversité de ses collections. La délégation des deux usines de Saint-Pierre-des-Cœurs et Saint-Denis-de-l'Hôtel, conduite par Jacques Vigier, sillonne dans tous sens la capitale ce 10 mars. De l'Assemblée nationale le matin où les députés communistes ont réussi à obtenir pour l'après-midi une rencontre au ministère des Transports à 14h, au ministère de l'Industrie où la délégation est reçue sous l'œil vigilant des gardes mobiles à 16h. Dernier, une centaine de randonneurs, dont bon nombre sont dans cette salle, ont effectué une promenade au milieu de cette belle forêt. Une journée fort agréable, car grâce à la présence d'un moniteur de classe verte, chaque participant a pu apprendre et découvrir quelques-uns des secrets de la forêt. Voici le dessert tant apprécié par les convives, le vacherin, qui fut fort bien servi dans certains cas.
Chaque année, 30 à 40 enfants du personnel suivent régulièrement les cours socioculturels tels couture, cuisine, émaillage sur métaux, poterie, peinture, etc. organisés par le comité d'établissement. Pour les récompenser de leur travail, une sortie d'une journée au bord de la mer leur est offerte. Réunissant une cinquantaine d'amateurs du vélo, la SLT avait retenu un parcours en rapport de la capacité des concurrents. Très vite, ces derniers allaient gagner les bords de la Loire, puis la traverser grâce au pont Mirabeau pour gravir les coteaux de Sainte-Radegonde et traverser les villages de Parcé-Mêlé. Oui, c'est l'usine. La CIMT en 1945, avec en premier plan le canal rappelant de bons souvenirs aux plus anciens. 30 années se sont écoulées. Le canal a cédé son lit à l'autoroute et la petite levée est devenue une grande avenue. Notre comité, lui aussi, a suivi l'évolution de ces 30 années en répondant toujours présent aux préoccupations et besoins du personnel, tant dans son rôle économique que dans son rôle social. Aujourd'hui, je suis en retraite. Je peux raconter cette histoire, parce que l'on a gardé nos emplois, parce que l'on a gardé nos films. Chacun sa part. Le premier patron de l'usine, c'était le lieutenant-colonel Rimaillot. Il a inventé un canon, un appareil photo et a écrit un livre sur l'exploitation des ouvriers. Je vous en prie. Voilà, lieutenant-colonel Rimaillot. Comment faire pour tempérer quelque peu, dans la mesure du possible, le contrat de travail par des éléments empruntés au contrat de société? J'ai été embauché chez Cadou en octobre 1972. Je revenais de l'armée, j'avais déjà été viré 2 ou 3 fois pour activité syndicale. Une vingtaine d'années avant, mon père avait été licencié de cette usine. Je suis pris 1 mois à l'essai. Je me retrouve en travail central, en chaudronnerie. C'est là qu'il y avait les costauds du syndicat, comme on dit. J'essaye de ne pas trop me faire remarquer. C'est l'époque où l'on pointait en arrivant et en repartant. Le soir, dès que ça sonnait, c'était la bousculade sous l'œil vigilant du chef d'atelier. Les ouvriers du secteur se sont mis en grève du pointage. Un gars du syndicat me dit « Toi tu fais gaffe, t'es encore à l'essai ». Comment j'aurais pu pointer tout seul? Alors j'ai fait comme tout le monde, je n'ai pas pointé. Trois, 4 jours après, lettre d'avertissement parce que je ne pointais pas. Je suis allé voir le chef d'atelier en faisant un peu le béto, expliquant que c'était compliqué pour moi de pointer alors que personne ne pointait. J'étais tellement convaincu que j'allais être viré avant d'avoir commencé que, ben non, ils m'ont gardé. Donc moi, alors qu'est-ce que tu veux faire? Attends, c'est toi qui vas filmer. Là, t'es impeccable. Là, je suis impeccable. Oui. Alors, qu'est-ce que on a été où? Oui, donc moi, j'étais dans le club. Dans le club aussi, oui, à l'époque. C'était toi qui étais le chef. Enfin, je gérais le club photo, oui. Tu vas prendre, hein. Et puis je vais te filmer, je sais pas ce que ça donnera. Hein. Oui, oui. Mais tu t'assois, ou tu restes comme ça. Oui, où j'étais, parce que comme ça fait plan contre plan. Ben voilà, tu vois, comme ça, on est des filmeurs filmés. Voilà. C'est pas les arroseurs arrosés. J'ai travaillé, enfin j'étais avec le club photo, donc ça devait être dans les années 70. On faisait du montage avec Gauthier. Ah, alors là, j'ai pas connu ça. Ah, t'as pas Ah non, j'ai connu qu'à partir... Je suis rentré chez Cadou en 1970. Maintenant, moi, je suis rentré en 72. Oui, mais j'étais pas à la CGT, j'étais pas encore...
Ah, alors moi j'ai fait des montages avec Gauthier. Voilà, d'accord. Alors c'était long. Ah oui, Alors, je veux dire, moi des fois je disais mais faut couper. Mais tu comprends, il lui manquait un peu de formation. Voilà. Alors moi avec ma petite bout de formation comme j'avais, je disais mais c'est trop long, faut couper. Mais tu parles face à un chef d'atelier, il disait là faut marre. Donc bon ben on coupait pas quoi. Donc on a fait que des films de sortie et après on a fait des films de nos luttes. Voilà, oui. Et voilà, ça c'est important aussi. C'était important parce qu'on avait retracé les luttes de Cadou en 77, 78. Même ça montait en 1980 jusqu'à notre intégration à la SNCF. Oui. Comme on était intégré. D'ailleurs, on entend les trains. Voilà, c'est bien. C'est au moment d'intégration, c'est bien, il y a des trains qui volent. Donc, du fait qu'il y avait déjà un club au niveau de la SNCF, donc on avait arrêté le club photo-cinéma, quoi. Bon, ben oui, t'as dit tout derrière la caméra. Eh oui. T'as tout dit. Alors, oui, en plus, ça va être bizarre parce que c'est quand on cause qu'on filme, alors qu'on aurait dû. C'était l'inverse, fallait faire. On aurait dû faire l'inverse, oui. Ah oui. Donc, c'était les premières. On peut appeler ça les premiers ateliers de cinéma qu'on commençait. En principe, tu as participé à celui-ci. Voilà, Ah, d'accord, oui. Moi, je crois que j'ai filmé là-dessus. C'est toi qui filmais, alors. Et c'est la seule fois qu'on a dû filmer à l'intérieur, dans la cour, avec des images de l'EIMM. On pouvait filmer dans nos locaux, syndicaux, ou dehors. Voilà. Mais même dans la cour, c'était... Donc là, on voit les bogies. SKF. Donc là, c'est la cour de l'EIMM, avec le monument mort. Là. Les roses. Bon, là, il y a un... Ils vont arriver. On va les voir. Ah, c'est Petlo. Là, il y a les deux frères. Les deux frères. Le deuxième, c'est... Le dernier qui a... Ah, Serroin, qui était le gardien. Ah oui. Donc là, c'est Guédon à droite, Jean-Gérard Gauthier. Et là, donc Guédon, Jean-Gérard Gauthier. Comment il s'appelle le troisième, le peintre, là? Pour ce club photo-cinéma, on a eu un prof de cinéma, Pierre Dubiot. Il faut réécouter l'entretien réalisé avant sa disparition. Eh bien, il faut dire qu'il y a eu plusieurs stades avant le cours de cinéma. J'ai commencé par leur faire de la photo, et puis ensuite, on est passé aux diapos. Alors, avec les diapos, ça permettait déjà de faire un montage, puisque chaque diapo était séparé. Et puis après, on s'est mis à faire du cinéma. Ça se passait, si vous voulez, en 3 fois. Alors, la première réunion qui avait lieu à 5h du soir, après le travail, à la première réunion, on cherchait un sujet. Bon. Et puis on disait aux gens, d'ici la semaine prochaine, vous allez essayer de nous trouver des idées éparses sur ce sujet-là. Alors, après, ils venaient avec des idées, et ensuite, on organisait le scénario, et ensuite, on tournait le film. Moi, ce que j'ai voulu leur faire écrire avec du film, raconter une histoire avec du film. Et on est bien arrivé, puisque isolément, chacun a fait voir des petits films qu'ils avaient faits, c'était très correct. Alors à partir de ce moment-là, les portes sont ouvertes, vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous connaissez le langage. Donc c'est quand même pas tous les jours que... Voilà. Max,
On avait retrouvé tous nos films des années 70 à 80. Et nous, on est dans les coulisses. On les a confiés à Ciné Archives, à Paris, qui sauvegarde et conserve les films du mouvement ouvrier. Et puis, on en a retrouvé d'autres, plus anciens. Avec Julie, qui gère toutes ces archives, on a commencé à regarder ces images. Chacun sa part, chacun sa part, c'est le refrain de la rimaille. Dodo, boulot, manger, trimaille, coucher, bosser, limer, mangeaille. Chacun sa part, chacun sa part, ce refrain-là faut s'en méfier, nous dit notre camarade Meunier, qu'a toujours eu son franc-parler. Chacun sa part, ça y est, je me suis documenté. C'est Rimaillot qui l'a créé, c'est un canon, ça vient de l'armée. Chacun sa part, chacun sa part, c'est le refrain de la rimaille. Dodo, boulot, manger, trimaille, coucher, bosser, manger, limaille. Chacun sa part, à 4 coups, il ne loupe jamais son coup. C'est un canon qui est sans recul, qui vous donne un coup de pied dans le cul. Chacun sa part, quand on y pense, c'est ses coups de pied. Là où je pense qu'un jour donnera à chacun de nous, ça sera pareil pour le cadeau. Chacun sa part, chacun sa part. Rimaillot a perdu bataille, la société Cadou déraille. Pas de cheminot dessus la paille, pas de cheminot dessus la paille, pas de cheminot dessus la paille, Bon, au moins c'était sauvegardé, Ouais. mais les conditions de... Tu les as trouvés où? Et les locaux syndicaux ont changé souvent de fois. Mhm. Et une fois, ils avaient trouvé un tas de trucs, un tas de films qu'ils ont gardés, mais ils n'avaient jamais regardé ce qu'il y avait dedans. Hein. Mhm. Appuyer sur... je me rappelle plus quel bouton. Faut trop bien habillés, hein. En plus, ils sont bien habillés, donc tous les trucs du CE, c'est des familles. Là, c'est des mecs, cravate. Et tu en reconnais pas, là? Ah bah, tu parles que je peux pas... Ils montent dans le cadre. C'est des cadres de... Ça, c'est un film de cadre. De cadre? C'est pas le CE, en tout cas. Donc là, on est devant un ovni, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que... Ah mais ça c'est les patrons, ça. Je vais dire, Ah oui. y a pas, bah, ils gardent leur chapeau, t'es tranquille. Hein. Et puis s'ils les filment bien, c'est que faut que le patron il soit sur le film. C'est sûr que l'atmosphère n'est pas la même que dans les sorties du CE. Peut-être qu'après le repas, Là, ils vont être... c'est une sortie d'encadrement, donc Ils les sont- cadres sont bien encadrés, non? Regarde, tu vois, Oui. hop, là, il regarde, l'autre il fait voir. Donc lui, c'est le patron. quand même. Ça, comme c'est fait là, c'est le faudrait, patron. il faudrait pouvoir identifier, avoir une photo. Enfin, il a tous les Oui, gestes. top. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, amical. Des agents de maîtrise et... Amical des agents de maîtrise et techniciens des ateliers CIMT. Ah, mais donc Putain, il y avait une activité parallèle, alors, des cadres. Ça, c'est nouveau, hein, parce que pour moi, attends, il est là, il est en On train voit de... le filmeur, hein, lui, dans l'ombre. Ah oui, tu vois, on voit le filmeur dans l'ombre. Hein. Et regarde, là,
C'est bon, ça. Ils mangent, mais on les voit pas manger. Hein. Et puis surtout, on les verra pas en train de faire des jeux. Ah, si. C'est triste, il n'y a pas les familles quand même. Donc c'est que des hommes ensemble. Il y a que des mecs. Hein. Ah. On voit bien que d'un côté, comme tu dis, les films du club ciné-photo sont très familiaux. Ils sont filmés par les ouvriers eux-mêmes dans le cadre du club ciné-photo. Donc ils ont une facture très différente finalement de ce film unique qu'on retrouve, qui est effectivement le travail d'un professionnel, qui est commandité pour filmer en fait. D'un autre côté, clair, oui. il y a l'organisation du ciné-club où quelque part les employés, les ouvriers se filment eux-mêmes. C'était une activité aussi d'apprentissage de l'expression filmée. Les gens apprenaient à se filmer. Il y avait des projections qui étaient faites pour les familles. Ça, annuellement, enfin, il y avait vraiment une chronique annuelle. Donc, il y avait une vraie activité, un savoir aussi, une pratique amateur qui était développée et donc qui s'exerçait, qui avait un double but, quoi. C'était vraiment un apprentissage du cinéma amateur. Et d'un autre côté, il y avait cette chronique et cette expression des activités du CE qui était assurée par ceux qui apprenaient. Donc à travers une pratique de cinéma, il y a vraiment des usages qui sont, si ce n'est concurrents, mais ça reste, c'est de l'interprétation, mais qui sont effectivement concurrents, qui peuvent être aussi conflictuels. Et donc la pratique du cinéma de différentes façons, que ce soit ciné-club, projection, réalisation, va justement c'est quand même assez fermente dans l'entreprise et la représentation filmée est toujours un enjeu un enjeu important. Je vais rencontrer Gérard Voisin, un ami d'enfance. À Ciné Archives, je crois avoir reconnu son père sur des films. Donc ton père travaillait à la CIMT avant la guerre? Avant-guerre, oui, tout à fait. Il est rentré en 1940. Et puis donc après il a été arrêté en 42, déporté en juin 42. Il est revenu en 45, il faisait 32 kilos. Et il a repris la CMT, il a repris la CGT, le PC, il a tout repris, comme si ça n'était rien passé. Et donc, ce qui est aussi... il y avait toute cette activité militante. Ah oui. Mais il était aussi responsable du ciné-club. Oui, alors oui, ça c'est un souvenir de ciné-club. On voyait les films là-bas, peut-être que ma mémoire fait défaut, mais j'ai l'impression que c'était à l'usine. Bon, c'est peut-être pas à l'usine, mais enfin, je me souviens qu'on partait en famille au ciné-club voir les films que papa nous avait préparés, enfin avec ses copains. Et on voyait des films, j'ai vu La Jeune Garde, j'ai vu des films... Et puis alors un jour, il y a eu, c'était le grand honneur à papa, c'est on avait reçu à la maison Louis Daquin, qui était donc réalisateur, qui avait été invité par le ciné-club de la CIMT à présenter un film, et donc il avait dormi à la maison. Alors c'était un grand moment. Louis Daquin. On n'était pas ces silences. Louis Daquin, qui était membre du Parti communiste, qui est secrétaire général du comité de libération du cinéma en 1944. Et donc, il a été... ses films sont passés au ciné-club. Hein. Le Point du jour, 1948, qui a eu d'ailleurs des démêlés avec la censure. Je sais que papa était très fier de l'avoir à la maison. Et puis bon, au niveau du ciné-club, automatiquement, ça faisait un poids supplémentaire quoi, pour les copains ouvriers qui venaient voir ce qui se passait sur les grands écrans blancs. Quoi. Et parallèlement, il faisait du cinéma. Avec le ciné-club, il avait aussi une caméra. Alors ça je n'ai aucun souvenir de ça. J'ai aucun souvenir de ça, et j'ai aucun souvenir même de le film
tourner par le ciné-club et puis montrer à droite à gauche. Ça, Eh ben, je vais t'en faire voir. Ah bon, ça c'est une bonne nouvelle, ça. et on verrait, en principe, on doit voir ton père aussi. Top. Là, c'est lui. Il est en train de contrôler, là. Oh, ça, c'est bien lui, ça. Donc ça, c'est lui, ça. Ça, c'est Antoine. Antoine Voisin. Ouais. T'es bien, t'es beau gosse, hein. Après, on voit du monde. Ouais, ça. On va avoir beaucoup de monde, et puis d'un seul coup, on le voit passer. Il y a un œuvre là. C'est lui qui arrive, là. Ah, ouais, ça. Il arrive de je sais pas où, et puis... Fais attention. Là, on le voit, là, il est là. Hop, c'est lui, là. Ouais. Ils sont en train de tirer au dé quelque chose. Donc c'est après cette scène-là. Ouais, Voilà. Et là, il y a un donc, mot. Là, donc, là. Toi, c'est là. Ça pourrait bien être tu moi, lèves ça. le poing, Oui, ça pourrait. Tu lèves le poing. Disons que tu veux comme si tu faisais un salut à la caméra, mais on va dire que tu levais le poing. Le geste est là. On a commencé les manifs tout petits. Hein. Je me rappelle d'une photo quelque part où je suis pris avec une manif paix en Indochine avec le chapeau vietnamien sur la tête. Ah oui. Alors, mon père, lui, il a été viré de cette boîte, c'est pour la paix d'Algérie. Ah oui, d'accord. Là, on était quand même dans les combats. À partir de la fin des années 50, il n'y a plus de films. Est-ce qu'il n'y avait plus d'activité cinéma chez Cadou? Je vais voir Jean-Claude Grasset, qui était secrétaire du comité d'entreprise. Quand je suis rentré, déjà un peu avant, après le départ d'Antoine Voisin en retraite, il n'y avait plus rien, il n'y avait aucune activité au niveau photo-cinéma. Et ça a été repris qu'après 68, quand on a repris la majorité au CE et que nous, on a décidé de remettre toutes ces activités-là en route, mais elles avaient toutes été mises en veille par les autonomes qui étaient à la tête du CE à l'époque. Mais après, il y a eu pas mal de films sur les luttes. Pourquoi il n'y en a pas eu avant? Pourquoi il y en a après? Quelle est la démarche politique qui a été permis d'aller jusqu'à là? Moi, je pense que s'il n'y a pas eu de films sur les luttes jusque dans les années 73, 14, peut-être même 75, c'est qu'on a eu l'après-68, où on avait quand même une chance, on avait une paix sociale, on pourrait dire. Il faut se rappeler quand même que c'était la période où on avait conclu les accords sur les salaires. C'était l'indice CGT plus l'indice INSEE divisé par 2 plus 2 points. Donc il y avait une certaine paix sociale. Bon, les marchés qui étaient avec la SNCF n'étaient pas trop mauvais. Et donc il y avait un petit peu une priorité qui s'était faite sur les activités sociales. Et dès que le climat a commencé à s'assombrir, c'est là qu'on a dit qu'il faut en même temps faire des films sur les buts sociaux de l'établissement. Défense de l'emploi. En Touraine, nous ne sommes pas favorisés. Début 1977, c'est la crue. Les rivières montent, elles le cher ici à Verret. Mais le chômage aussi s'étend. À l'époque, le département d'Indre-et-Loire compte déjà 12 500 chômeurs. Chez Cadou, le lundi 3 janvier, la direction de l'usine informe le comité d'établissement que la direction générale de la SNCF a décidé une réduction importante de la charge de travail. Le programme prévu pour 1977 sera en diminution de 15%. Cette décision... Clap, 85 ans, scène 1 et Georges Mogard. Bon alors, Georges, tu as 85 ans. Depuis le 26 mai 1926, que je suis né. Ouais, et donc là, tu es à côté de ton gars. Alors, quel effet ça te fait? D'avoir 85 ans? Ça a passé vite? Oh, non, c'est une habitude à prendre. Bon, puis alors, t'as travaillé chez Rimaillot aussi? Non, c'était Rimaillot, Cadou. Non, c'était la CIMT. La CIMT, oui. La CIMT, comme je disais, moi, quand j'étais gamin, la CIMT. Donc voilà, on a été sur la rue des Ateliers. La première porte qu'on a fait, c'est celle qui est actuellement, c'est-à-dire la porte du Technicentre. La porte du canal.
Non, la première, c'est la porte actuelle du Technicentre. C'est la porte de la Liberté. Mais elle n'était pas si grande que ça. Ah non, c'était une petite porte. Oui, oui. Et en face, il y avait le café, il me semble que c'était Bébert, chez Bébert. Et puis ça s'appelle la porte de la Liberté parce que c'est en face la rue de la Liberté. La deuxième porte où on a été, c'est la porte dans les années 60. Moi je suis rentré en 72. Et on rentrait dans cette porte-là. Après, là c'est la porte où il y avait le canal. Oui. Donc c'est celle-là, toi, quand tu y étais, c'était la porte où tu rentrais, toi. Oui. Donc là, c'est là que tu rentrais, et c'est là, quand vous avez été viré, c'est par ici, vous êtes sorti là. Oui. Voilà. C'était pour une action pour la paix en Algérie. Oui, puis on est sorti, on aurait pas dû sortir de la... Si on n'était pas sorti de l'usine, on n'aurait pas été licencié. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas sortis ont pas été licenciés. Il y a eu cette manif pour la paix en Algérie, et pendant la même période, il y avait une lutte pour les salaires. Et c'était une grève de harcèlement. C'est-à-dire qu'il y avait par équipe, par atelier, et un jour, j'avais été dans le bureau de la direction pour que les délégués soient reçus. Et là, la direction, ils avaient préparé leur coup. Il y avait un huissier. Et là, ils ont pris les 3 délégués. Il y avait deux qui étaient au parti, c'était toi et puis Pierrot Branger. Et puis il y en avait 2, ils avaient des comptes à régler avec eux, je ne me rappelle plus lesquels. Et tu travaillais pas là-bas, toi? Mais j'ai vu ça dans des PV, moi. Alors, il se trouve là-bas, dans la salle 3, dans le coin des dons. Oui. Les dons d'archives. Donc, je vais vous montrer. C'est ici. Alors, les procès-verbaux de 52 et 53. 52, 53, oui. Donc, c'est le 14Z1. D'accord. On va se mettre là-bas. Oui. Consulter. Voilà. Quel PV 52, c'est fin 52, ça doit être le numéro de tête, c'est le 5 décembre. 5 décembre, c'est ça? Oui. Et puis vous m'avez parlé de janvier 53. Janvier 53. Ça doit être 2 qui se suivent. Hein. Ciné-club. Ciné-club. Monsieur Paillet indique au comité d'établissement que l'amicale des sports et loisirs CIMT a constitué un ciné-club dont le bureau a été formé aussitôt. Une première séance de projection aura lieu le 20 décembre 52. Monsieur Robert, pour la CGT, rappelle que le comité d'établissement a acheté un appareil de projection et une caméra. Ces appareils pouvant être utilisés, le cas échéant, par d'autres commissions du comité d'établissement. Il informe ensuite le comité d'établissement que le ciné-club organise une deuxième séance de projection le 17 janvier 1953 dans la salle du patronage laïque de Beaujardin, avec au programme un film russe dont le titre est « Un homme véritable ». Il a été question de filmer le travail à la presse dans l'usine. Ce serait la direction qui utiliserait ce film pour la simplification du travail. Les appareils du comité d'établissement ne peuvent pas être utilisés à cette fin. Tout à fait d'accord pour que les appareils du comité d'établissement soient seulement utilisés par ces commissions. Toutefois, je demande que le comité d'établissement décide que seuls des films français seront projetés à l'exclusion de tout film étranger. Le ciné-club de l'entreprise adhère au ciné-club français dont les membres appartiennent à toutes les tendances politiques. Et c'est la règle dans ces groupements de ce genre de projeter tous les films que les adhérents souhaitent. Qu'ils soient anglais, italiens, américains ou russes, j'ajoute que si le travail à la presse avait été filmé, la projection du film russe aurait été autorisée. Je pense qu'il faut éviter, au sein de l'usine, tout sujet de polémique et, par conséquent, s'en tenir à la projection de films français. Je demande que le comité d'établissement se prononce sur la question suivante. Le ciné-club de l'entreprise peut-il projeter des films de n'importe quelle origine ou, au contraire, se borner à la projection de films français?
La CGT se prononce contre toute exclusive à l'égard des films étrangers. La CFTC et les autonomes se prononcent pour que la projection soit limitée aux films français. Je constate donc que la majorité des membres du comité d'établissement s'est prononcée pour que la diffusion de films soit limitée aux films français. Car, contrairement à ce qu'affirme le représentant de la CGT, le comité d'établissement ne peut pas se dispenser d'exercer un contrôle sur les activités du ciné-club. Je prends acte du vote qui vient d'avoir lieu et je laisse aux ouvriers le soin de juger. Les syndicats n'ont pas voulu que leurs caméras servent pour la simplification du travail. La simplification du travail, c'est de ça dont parlait le lieutenant-colonel Rimaillot dans son bouquin « Chacun sa part ». La simplification du travail, on le voit, c'est ça. Le patron filme pour faire augmenter le rendement à son profit. Ce film sur la simplification du travail, il existe. Le patron n'avait donc pas besoin de la caméra du CE. Il pouvait le faire, ce film. Pourtant, en représailles, le patron fait interdire le film russe Un homme véritable. Le cinéma, sans utilisation, la lutte de classe prend des chemins tortueux. Moi, je retrouverai une copie de ce film. Bon, ben, j'ai le livre là de Un homme véritable. Ah oui, c'est celui-là. Il était jaune, l'autre. Il y en a plusieurs éditions. Il y a plusieurs éditions, oui, tu avais plusieurs éditions. Donc c'est celle-là que j'avais lue. Effectivement, Un homme véritable, Boris Polevoy. Ça, c'est un bouquin. J'ai rentré... Je vais le relire, moi. Tu vas le relire aussi? Mais tu me le passeras après. Non, tu le liras après. Il y a un film qui est sorti de ce bouquin. Et ce film, dans le comité d'entreprise, ils ont fait un ciné-club, et le patron, il l'a fait interdire, ce film. Donc moi, j'ai trouvé ça en lisant les PV. Quand je cherchais... parce qu'au départ, je cherchais ton histoire qui était dans les PV. Comment tu avais été viré. C'est l'histoire vraie. Si. Oui. Ah ben oui. C'est quoi comme histoire? Eh bien, c'est un aviateur qui est abattu derrière les lignes ennemies. Et il s'est traîné... Il a fallu, je ne sais plus si c'est lui qui s'est coupé les jambes ou qui ont coupé en arrivant. Il a rampé derrière les lignes ennemies. Pour marcher même, il s'était mis... il avait coupé un bout de bois avec une fourche et il marchait la tête avec le bout de bois. Et c'est les gens qui l'ont trouvé, qui l'ont sauvé. Tu te rappelles de tout ça, ça? Ah oui. Je retourne à Paris pour déposer de nouveaux films. Là, je croise Henri Malberg, le président de Ciné Archives. La guerre a eu lieu, le rôle de l'Union soviétique pour écraser l'hitlérisme est présent dans nos têtes, dans toutes les têtes d'ailleurs. Il y a eu Stalingrad, les peuples européens et le peuple français et les communistes. Je dirais plus, oui, plus, sont dans l'admiration vis-à-vis de l'Union soviétique. Et voilà qu'une figure de héros apparaît sous la forme de livre, d'un film, un homme qui s'appelle Meressiev,
On l'appelle l'homme véritable. Il était pilote de chasse. Il avait été abattu pendant la guerre, quelques années avant. Donc, voilà. Et moi, donc, où je le rencontre, j'en ai un souvenir assez précis. Il y avait un festival mondial de la jeunesse à Budapest, je crois. Je crois que c'est à Budapest. Et au cours, il y avait des délégations de tous les pays du monde, avec des jeunes Français, des jeunes Vietnamiens, des jeunes Allemands, des jeunes Russes, des jeunes Américains. Et dans la délégation russe, il y avait Meressiev. Alors Meressiev, tel que je m'en souviens, c'était un type assez costaud, un peu lourd. Il marchait d'un pas un peu saccadé. Il avait une belle tête de Russe. Et, à notre stupéfaction, il a invité une jeune Russe. Et ils ont dansé la valse. Alors il s'est fait un silence. Et les gens, avec politesse, ils regardaient ce bonhomme qui avait 2 jambes articulées et qui valsait. Et évidemment, il y avait en tête tout ce qu'avait été l'histoire de cet homme. Enfin bon, c'est un peu de la légende vivante. Kadochnikov, dans le rôle du pilote de chasse Alexis Meressiev, héros du film Un homme véritable. Arrive la guerre froide, 1949. C'est un choc incroyable. C'est le renversement des alliances. C'est vraiment, pour des jeunes communistes et pour des communistes, le monde s'est retourné d'un seul coup. On faisait partie de ceux qui avaient libéré le monde et on est devenu la bête à abattre, l'ennemi intérieur. Bon. 26 octobre 1950. Donc le ministre de l'Information interdit le film soviétique Un homme véritable. Le comité d'établissement décide de revenir sur la décision qu'il avait prise l'an dernier et qui limitait aux films français les projections offertes par le Ciné-Club. Il est donc entendu que, dorénavant, le Ciné-Club pourra projeter également les films étrangers, sous la réserve toutefois qu'ils soient neutres, ne fassent aucune propagande et ne risquent pas de froisser une partie des spectateurs. Sur les années 50, on était, comme a dit Patrick, sur de l'ouverture. C'était pas que les problèmes internes vraiment au travail, c'était le problème d'épanouissement, on va dire. Et nous, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on combat dans l'entreprise, c'est concrètement les problèmes de boulot. Parce que ça s'est tellement dégradé qu'on est obligé de se recentrer là-dessus, quoi. Et on en a oublié l'ouverture. En fait, dans la bataille syndicale, la dimension psychologique, elle a pris beaucoup d'importance. Oui. Par rapport à ce qui se faisait avant, c'était de l'affrontement pur et dur. Chacun avait ses positions, ça se cartonnait un peu la tronche pendant les réunions ou quoi. Maintenant, c'est beaucoup plus dur que ça. En sachant en plus qu'on a eu le creux de génération qui a fait qu'on n'a pas eu forcément la transmission de témoins. Et c'est loin d'être évident. Une camarade de Lille me signale qu'un important dépôt de films existe dans sa fédération. Je dois en faire un inventaire. Avec Ciné Archives, nous organisons cette récupération. Nous partons pour la journée. Cela devrait suffire. J'ai toujours ma caméra avec moi, on ne sait jamais. C'est rouge. Action. Action. Oh. Un homme véritable. Deux bobines. Système de fermeture. Un homme véritable, c'est écrit en russe et c'est écrit en français. Un homme véritable, formidable. Bon, si ça va pas, on la refait. Ah non, mais ça va être bon. Regarde,
Il y a des photos tirées du film, donc d'un homme véritable. Voilà. Là, tu vois, il se traîne là. Tu vois. Là, il a été, c'est comme tu me dis là, quand il a été retrouvé par la famille russe. Hein. Hop là. Donc là, c'est à l'hôpital. Il n'a pas le moral. Et le mec qui est là lui dit regarde, il y a un article où il y a un mec qui fait un sur je sais pas quoi, qui fait des jambes artificielles. Alors après là, il a ses jambes artificielles et il se met à marcher. Ah voilà, là c'est là qu'il danse avec donc ça doit être celle-là où il est amoureux. Enfin, on voit bien hein, quand on voit l'image. Donc là il danse. Hein. Voilà. Mais là c'est quand il a voulu se rengager. Alors quand ils ont vu le dossier, les jambes coupées, alors il s'est mis à danser avec l'infirmière qu'il était devant. encore capable de faire quelque chose. Oui. J'apprends à danser dans cette île d'un air de triomphe au commandant Strouchkov, qui se tenait d'un air méditatif devant la fenêtre éclairée par les dernières lueurs de la pénible journée d'été, tandis que les rayons du soleil couchant jetaient des flammes cuivrées dans les cimes des arbres. Et j'y arriverai, répondit Meressiev avec entêtement. Gérard Pierron est venu chanter pendant que l'on occupait l'entreprise lors des grèves de novembre-décembre 1995. Alain Leprest et Gérard Pierron, chanteurs engagés, ont écrit et chanté Saint-Pierre-des-Corps. C'est comme ça qu'on les a rencontrés. De cette rencontre sont nées 2 chansons, TGV et Chacun sa part, chantées avec les ouvriers. Alain Leprest revenait souvent à Saint-Pierre-des-Corps. Je lui parle d'un homme véritable. Alain me propose d'écrire une chanson pour mon film. Une fin possible, écrit-il. Le destin allait en décider autrement. Alain Leprest, de retour à Saint-Pierre-des-Corps. Oui. J'ai ma carte de vétéran du front de gauche depuis 1 an. Vétéran du front de gauche. Quelques mois plus tard, je parle de cette dernière rencontre à ses amis, Gérard et Patrick. Je le vois
qui change de... Bah oui, il cogite. Et voilà, il cogite, et je le laisse cogiter, puis il dit, écoute, je te propose quelque chose, tu me diras si ça te plaît. Il prend son carnet, il m'écrit ça, une main invisible a tracé sur le sable le nom comme cible d'un homme véritable. Et il dit, je te fais un texte, il est d'accord? Tu toi, dire ce que c'est ça, ben moi je vais vous l'écrire, la chanson avec voilà, c'est ça que je voulais proposer. Et oui. Comme en plus tu es l'auteur avec Alain de ces dernières chansons, je ne vois pas les chercher ailleurs pour achever c'est cette formidable. Et puis, voilà. L'histoire me plaît. L'histoire est ça super. m'étonne pas du tout qu'Alain ait tout de suite dressé l'oreille et cogité tout de suite. Voilà, Évidemment. Ben, voici quelques bobines, ton père et nous autres à l'écran, filmés par leurs frangins d'usine, nos ceintures desserrées d'un cran. Un train jette son encre dans le décor, la Loire siffle vers les rails. Prochain arrêt, Saint-Pierre-des-Corps, qu'on mette un homme au gouvernail. Pendant nos grèves tournait un livre qui tenait lieu de brasero. Notre espoir a fondu le givre, nos rêves ont brisé les carreaux. On a embouti le taulier, t'étais pas né ou bien minot, à toi de souder l'atelier. Maintenant qu'on est cheminot, toujours tout est remis à nu. Restons sensés, forts et sensibles à l'impossible. Nul n'est tenu, mais l'inconnu rend tout possible. Pendant nos grèves tournait un livre qui tenait lieu de brasero. Notre espoir a fondu le givre, nos rêves ont brisé les carreaux. Une main invisible a tracé sur le sable le nom comme une cible d'un homme véritable.